Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Parfois, des noms ressurgissent dans l'actu et font remonter avec eux des souvenirs enfouis, voire un peu brumeux. Un exemple, pas du tout au hasard. Il y a très peu de temps, le 14 janvier dernier, une dépêche AFP, comme il en tombe à peu près toutes les 5 minutes, nous annonçait la condamnation d'un businessman américain à une lourde amende, près de 60 millions d'euros pour monopole, une amende assortie d'une interdiction à vie d'exercer dans l'industrie où il s'était fait remarquer, l'industrie pharmaceutique. Le nom de ce businessman indélicat ? Martin Shkreli. C'est là que les souvenirs interviennent. Parce que pour celles et ceux qui se souviennent de l'Internet du milieu des années 2010, Martin Shkreli, c'était le grand méchant, le jeune loup de la finance qui s'était amusé à jouer avec le prix des médicaments, puis à narguer le public, la justice et les politiques à grands coups de provocation. Shkreli, rattrapé par ses dérives, est depuis en prison et en grande partie oublié, à part par les juges qui, de temps en temps donc, lui demandent encore des comptes. Mais que reste-t-il de cette époque pas si lointaine où Martin et son insupportable sourire en coin occupaient nos fils de discussion en ligne ? C'est ce qu'on va tenter de savoir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. D'abord, quelques présentations, puisque même si vous étiez déjà très au fait de l'actu il y a une dizaine d'années, vous avez eu le temps, comme moi, d'oublier qui était Martin Shkreli, ou encore mieux, vous n'en avez aucune idée. What kind of is misunderstood and what people don't understand is they're companies, they have owners, and their owners demand that they extract as much profit as possible. And that's the rule of law today. If you don't like that, I don't know what to tell you. That's the way the world works. Pour retracer le parcours et les faits d'armes du bonhomme, j'ai appelé ma consoeur Valérie de Graffenried, correspondante aux États-Unis du journal suisse Le Temps. Alors, c'est une discussion qu'on a enregistrée alors qu'elle se trouvait en pleine tempête de neige à New York, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez le vent qui siffle un peu derrière elle. Valérie de Graffenried, elle a écrit sur Shkreli. Je lui ai donc demandé de me raconter ce qu'il a fait et surtout qui il est. Alors c'est quelqu'un. Alors si on remonte à son enfance, en fait il est issu d'une famille relativement modeste, de parents albanais, croates. Il est né à New York. Ses parents étaient concierges. Il a visiblement, selon les documents judiciaires, toujours eu une enfance pas tellement évidente, avec, semble-t-il, de la violence. Donc il se réfugiait un petit peu dans les chiffres, dans les racines carrées. C'est quelque chose qu'il aimait bien. Il soignait un peu ses crises d'angoisse, apparemment, en se réfugiant dans les chiffres. Et puis ensuite, alors il a fait des études. Il a notamment travaillé pour la banque UBS. Et puis ensuite, il a créé son premier fonds d'investissement. Il n'avait que 23 ans. Donc il a commencé après à travailler dans le domaine vraiment de la pharma, il a constitué des entreprises et puis c'est à ce moment-là qu'il a continué visiblement de jouer avec les chiffres puisqu'il s'est fait un peu une spécialité de racheter des brevets pharmaceutiques, de faire augmenter les prix des médicaments. Il a été connu, entre guillemets, pour l'affaire du Daraprim. Le Daraprim, c'est un médicament notamment contre la toxoplasmose. Et il a fait évoluer le prix de ce médicament de $17,60 à $750. C'était en 2015 que ça a été découvert. Donc c'est une augmentation de 55, énorme. C'est vraiment surtout cette affaire qu'il a fait, entre guillemets, connaître. Et puis ensuite, il a eu ses ennuis judiciaires, l'arrestation du FBI. Il a été condamné ensuite en mars 2018 à 7 ans de prison, justement pour montage financier frauduleux. Donc voilà, c'est un personnage assez particulier qui s'est considérablement enrichi, qui a amassé des millions de dollars et qui en même temps a justement un caractère aussi très particulier. C'est vraiment le bad boy de la pharma, il est connu comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il a cristallisé quelque chose au moment où il est devenu justement une figure publique ? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu donc l'homme le plus détesté d'Amérique, voire d'Internet, puisque c'était aussi comme ça qu'on l'appelait ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais imaginez si vous avez besoin d'un comprimé de Daraprim à $17 et que tout d'un coup vous êtes obligé de payer $750. Je pense qu'il y a déjà une explication très claire pourquoi cet homme a été détesté. Il a vraiment joué avec la santé des gens en quelque sorte et fait des jeux pour son profit personnel. Il a beau avoir dit ensuite pendant son procès qu'il n'était pas du tout motivé par l'argent, il essaie de se faire passer pour quelqu'un au contraire qui veut utiliser son talent pour le bien de l'humanité. C'est ce qu'il a dit notamment dans une lettre qu'il a écrite à une juge.
Donc, il se voit comme quelqu'un avec beaucoup de potentiel. Maintenant, il y a ces faits qui sont très clairs. C'est l'augmentation des prix des médicaments. Et puis, je pense qu'il faut encore rajouter une autre chose, précisément, c'est ce caractère. On l'a vu au procès, essuyer des larmes de crocodile, exprimer des remords, dire que voilà, il a fait des fautes, etc. Est-ce que c'était sincère ou pas? On peut avoir ce doute. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours apparu comme étant un grand provocateur, en fait, avec un ego surdimensionné. Et puis je vais peut-être vous raconter une petite anecdote, en fait. Il a eu à un moment donné, donc il a été arrêté par le FBI, il avait 32 ans, je crois que c'était en 2015. Et il a été, dans l'attente de son procès, pu être libéré sous caution. Mais au lieu de se tenir à carreau, non, il a voulu faire parler de lui une nouvelle fois. Et cette fois-ci, comment? Simplement, il a sur Internet, il a promis $5 000 à qui lui apporterait un échantillon d'une mèche de Hillary Clinton, qui était donc candidate à la présidentielle de 2016. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment plu à la juge qui s'occupait de son cas, et là il est retourné très rapidement à la case prison. Donc voilà, ça c'est peut-être une anecdote, mais qui montre vraiment le caractère du personnage. Et puis ce personnage a aussi ensuite agi dans le domaine de la pharma, mais pas uniquement, aussi dans le domaine du rap. Alors il faut que je précise cette histoire de rap. Sans entrer dans les détails, disons que Shkreli a ajouté une pierre à son édifice de détestation collective lorsqu'il a acheté l'exemplaire unique de l'album Once Upon a Time in Shaolin du Wu-Tang Clan, un groupe mythique. Album acheté $2 millions et surtout un album que personne d'autre n'a entendu donc. Un disque dont Shkreli a sans cesse joué en menaçant de le détruire si Trump était battu par Clinton, de le mettre gratuitement en ligne si Trump gagnait, ce qu'il n'a pas fait. Il a ensuite tenté de le vendre sur eBay sans succès, puis de reproduire cet achat d'exemplaires uniques avec un disque de Kanye West avant de faire croire qu'il avait été arnaqué, ce qui était un canular. Bref, dans le rap comme dans les médicaments, Shkreli s'est démarqué en mettant en scène évidemment tout ça sur Twitter notamment, un réseau dont il est exclu en 2017 pour harcèlement, ce qui ne l'empêche pas de continuer à sévir en ligne. Visiblement, il y a un blog qu'il a continué à animer depuis la prison. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les conditions de la prison et c'est difficile à savoir si c'est lui qui animait ce blog ou si c'est par le biais de quelqu'un qui lui rendait visite, etc. Mais il parlait à la fois de son vécu en prison et aussi de toujours du monde pharma qui l'intéresse toujours. Donc là, il ne pouvait pas s'empêcher de s'exprimer tout en étant quand même emprisonné. La question, ce sera surtout de voir qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir de prison. Est-ce qu'il va essayer de se refaire une nouvelle vie ou est-ce qu'il va un peu continuer sur le même mode? Et là, je parle plutôt en termes de provocation, pas en termes d'agissement frauduleux. Mais est-ce qu'il va pouvoir se retenir ou est-ce qu'il va de nouveau vouloir apparaître dans les médias et jouer ce rôle de personnage qu'il a toujours joué jusqu'à maintenant? Mais que se passe-t-il si on tente de gratter un peu la surface médiatique du personnage, justement, surtout quand il est aussi caricatural que Shkreli? Est-ce qu'il est possible, d'ailleurs, d'aller au-delà de son image de super méchant de comic book? Je suis allé poser la question à quelqu'un qui l'a rencontré, qui l'a interviewé, ce qui n'est pas si courant. C'est mon confrère Bester Langs du magazine Gonzai, un magazine qui avait fait sa une avec Shkreli en février 2017, 10 pages d'entretien à bâton rompu. Alors, est-ce que ça permet d'avoir sur l'histoire une autre perspective? C'est ce dont j'ai discuté avec Bester. 7 ans après, on n'a pas beaucoup avancé sur l'idée qu'on se fait de Shkreli, à la fois aux États-Unis et encore plus en France. C'est intéressant de comprendre pourquoi toute la haine s'est cristallisée sur ce gamin. On peut quand même dire qu'il n'a pas forcément joué pour sa propre équipe dans sa manière de communiquer autour de l'affaire. C'est-à-dire que dès 2015, 2016, 2017, quand il est clairement attaqué et qu'il est obligé de démissionner du board, il joue la provocation et il leur rajoute. Et ce que souvent en France on considère comme de la provocation, de l'arrogance, en disant « Ah, sacré français », je pense qu'il a lui-même appliqué ça aux States, sauf qu'aux States, ça passe pas du tout. Et lorsqu'il est auditionné par le Sénat américain, si je me rappelle bien, il y a une photo qui est assez marquante, qui a fait le tour des réseaux, où on le voit sourire de façon assez très goguenarde, genre « je vous emmerde ». Et je crois qu'il sort de l'audition en disant « c'est quand même très dur d'être jugé par des imbéciles ». Bon, ça n'a pas joué en sa faveur en fait. Et je pense que du coup, il y a vraiment un procès plus sur la forme que sur le fond. Et en disant ça, je pense que j'ai un avis un peu subjectif sur la question, mais c'est aussi pour ça que nous, on voulait le rencontrer à l'époque.
Oui, parce que on l'a mentionné à plusieurs reprises, l'élément déterminant qui fait qu'il devient une figure détestée, c'est sa communication qui joue beaucoup, et le fait que Internet est central dans cette communication et dans la propagation de ce personnage. Oui, alors le problème qu'il y a, c'est que je pense que déjà il arrive à un mauvais moment, c'est-à-dire que ça arrive quelques années après l'affaire Madoff. Où du coup le fait de tripatouiller des milliards de dollars ou des millions de dollars au détriment des plus pauvres est de plus en plus mal vu aux États-Unis, qui est pourtant pas un pays communiste au départ, et il n'a pas l'aura d'un Elon Musk qui aujourd'hui sera un peu ce qu'on pourrait imaginer comme le grand frère de ce crédit, c'est-à-dire que c'est le milliardaire qui a réussi, qui peut aller tacler Bernie Sanders en disant je pensais que t'étais mort sur Twitter, sans perdre tout ce que ce crédit a perdu. Moi je pense qu'il arrive vraiment au mauvais moment à ce niveau-là, et le problème qu'il a lui, mais c'est un problème de la nouvelle génération qui est plus jeune que lui, c'est le rapport à l'image. C'est-à-dire que quand on discute avec lui, il nous explique qu'il a une fascination pour les réseaux sociaux, pour sa propre image, et qu'il est fasciné qu'à l'époque sur Periscope, donc depuis a été éteint par Twitter, les gens se connectent pour le voir en live stream et ils puissent rester 5 minutes en moyenne, comme il nous le dit, à le regarder dans rien faire. Il est fasciné à la fois par cet océan du vide que sont les réseaux sociaux et le fait que les gens soient fascinés à la fois par leur propre image et par le fait de regarder quelqu'un en train de rien faire. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui est bigrement intelligent. C'est-à-dire que c'est un surdoué des mathématiques dès le plus jeune âge, passionné de physique, de chimie. Il est très, très paradoxal, mais il le reconnaît lui-même. Il a cette fascination pour les réseaux sociaux et je pense que c'est ça qu'il a perdu. En fait, il se comporte comme un gamin. Et je pense que c'est un autre paradoxe de ce crédit, c'est le côté pharmacide, c'est quasiment c'est une sorte de pharmatine. C'est-à-dire je pense que c'est un enfant dans sa tête. Et je dis ça, et je dis ça sans jugement, je dis ça avec beaucoup d'amusement. Pour moi, c'est un gamin qui a grandi trop vite, qui a gagné d'argent trop vite et qui a gardé cette envie de provoquer. On est à quelle époque quand tu l'interviews, quand tu le rencontres donc c'est une interview qui se fait à distance, mais on est à quel moment quand tu discutes avec lui, quand tu l'interviews? Quand on le rencontre, il est en attente de savoir s'il va faire de la prison ou pas. Et en fait, c'est assez surréaliste parce que du coup, l'interview a lieu à 22h ou 23h avec le décalage horaire. Et donc, on est deux, Bastien Truchot et moi, pour l'interviewer. On s'attend à voir quelqu'un dans un grand bureau, dans un building, enfin, l'image qu'on peut se faire d'un entrepreneur américain qui en plus fait beaucoup parler de lui. Et le mec est dans une sorte de post-chambre d'adolescent avec des amplis Marshall, un bordel sans nom, et en fait on a l'impression de parler avec ce qui pourrait être notre pote qui est parti faire ses études à New York en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Et il y a une accessibilité qui est assez déconcertante, c'est-à-dire que c'est tellement déconcertant que moi je sais que dans les premières minutes, je me demande si on ne s'est pas trompé de sujet quand même. C'est-à-dire que ce mec dont tout le monde parle beaucoup à la télé en France, un peu dans la presse, ce mec dont tout le monde parle en disant que c'est un peu le rival de Ben Laden dans la détestation américaine, et nous semble extrêmement banal, normal, sympa. On peut se poser la question de savoir si du coup il joue un rôle auprès des médias ou s'il joue un rôle avec nous. Bon, ça c'est une question qui est dure à être tranchée à distance, parce que dans une interview, tu n'as que le prisme d'une personne pendant un certain nombre de minutes. Qu'est-ce que toi et Bastien Truchot, donc vous cherchez à savoir à ce moment-là? On cherche à savoir en premier lieu si le fait d'être aussi détesté était une volonté initiale ou pas. Ça, c'est je pense que d'ailleurs, c'est la première question que je lui pose. Et là, je me dis, ça passe ou ça casse, parce que peut-être que cette question a déjà été posée 46 fois, parce que du coup, c'est par là que tout le monde entre dans son univers. Et le mec, tout de suite, se met à table, comme on dit dans le jargon, en fait, à déballer que non, c'était pas prévu. Après, il y a le paradoxe du fait qu'il est rentré dans un jeu où ça a commencé à l'amuser. Et le mec nous parle assez rapidement de sa sœur dont on a pensé qu'elle avait un cancer quelques années avant, que ça l'a beaucoup touché, que le sujet de la maladie est quelque chose qui l'obsède au sens premier du terme, à savoir qu'il a envie de guérir des gens. Et il nous explique aussi toute la mécanique de business qu'il y a autour du fameux médicament, et qu'il n'est peut-être pas le grand méchant qu'on pense qu'il est. Voilà. Donc on parle beaucoup de Trump, parce que du coup c'est aussi un moment où Trump est en train de... Il y a une filiation qui se fait avec Trump dans le rapport que les gens ont par rapport à lui, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, et il nous explique pourquoi il soutient Trump et pas Hillary Clinton. Et tout ça, on rentre dedans très, très rapidement. Donc voilà, nous les questions qu'on se pose, c'est le médicament, le rapport aux réseaux sociaux et même son rapport à la musique qui nous intéresse. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un putain de geek, mais au sens premier du terme et au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que ce mec a levé des millions de dollars, il en a gagné beaucoup, il a fait la une de tous les journaux sur
le rapport à l'industrie pharmaceutique. Et à côté de ça, en fin d'interview, il nous explique le business de la musique aujourd'hui et comment le rock est mort en 2016 et pourquoi il n'y a plus que du rap, pourquoi tourner pour un groupe de rock aujourd'hui c'est plus rentable, pourquoi lui, en investissant dans tel groupe qu'il aime bien, qui est inconnu en Italie, il nous cite un groupe italien dont j'ai oublié le nom, il peut les aider à éviter de tourner dans des vannes pourries pour gagner même pas un dixième de la somme qu'il serait prêt à leur verser. Bon, au final, c'est pas fait, mais... Et donc, en fait, il a une lucidité sur beaucoup de sujets. Donc après, est-ce que ça en fait une bonne ou une mauvaise personne ? La réponse est caduque, mais en tout cas, le fait est qu'il a je trouve cet attribut qu'ont tous les geeks, qui, moi, m'intéresse vraiment, qui est la curiosité absolue, quasiment obsessionnelle, quasiment maladive, pour plein de sujets. On peut très bien geeker un truc et arriver à le hacker, à le comprendre, voilà. Et pour ça, je faisais un parallèle avec Elon Musk. Pour moi, ils ont ce truc en commun, pas dire cette vision, mais cette curiosité très geek qui font qu'ils ont souvent un temps d'avance sur, on va dire, les gens normaux comme toi et moi, pas forcément par leur intelligence, mais par leur curiosité qui font qu'ils peuvent avaler des dizaines et des dizaines et des dizaines d'infos beaucoup plus rapidement que nous. Nous, on est assez déconcertés du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle très bien qu'on est dans je crois que c'était un Skype, un truc comme ça. Avec Bastien, on se regarde dans les premières minutes en étant un peu halluciné, quoi. Et la grande surprise que j'ai, moi, à l'époque, quand le magazine sort, c'est qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout. Voilà. Je crois qu'il nous parle de ça à un moment sur le problème des réseaux sociaux et de l'information sur les réseaux sociaux. Et cite une loi, une sorte un peu de loi, genre type loi de Murphy, sur le fait que, à force d'avancer des infos, parfois dans le mauvais sens, la vérité devient de plus en plus difficile à décrypter. Et en fait, c'est un petit peu ce qui ont été après les fake news de Trump au final. Ce qu'on a retenu les gens, et je pense que ce qu'on retiendra les gens dans 10, 20 ans, 30 ans je pense pas, mais de ce gamin, c'est le mec qui a augmenté le prix du médicament, nanana. Mais les raisons, je ne vais pas dire les bonnes raisons, les mauvaises raisons, on va dire juste les raisons qui ont poussé à ça, et pourquoi il a fait, et comment, les gens n'en parlent pas. Je ne suis pas en train de devenir le défenseur de Martin Shkreli, j'ai autre chose à foutre, mais en fait, je pense qu'on a retenu juste une partie de l'information. Il a pris le temps de nous en expliquer les coulisses, comme à d'autres, je pense, très honnêtement. On n'a pas eu un scoop incroyable non plus, hein. Mais j'avais l'impression, quand le magazine est sorti, j'ai pas les relevés de vente, mais on a vendu beaucoup moins de numéros que si on avait fait un spécial krautrock ou un spécial punk. Voilà. Nous, c'était notre 2e ou 3e numéro en kiosque, de mémoire. On disait, tiens, on a fait un coup. On a fait un coup en donnant du temps de parole à quelqu'un qui en donnait très très peu en France, qui plus est, qui est un peu de notre génération, qui a la même culture que nous. Ça peut fonctionner. On a un vrai truc, on en avance. Pour une fois, on en avance sur d'autres médias. Pas du tout. Ça n'a intéressé, pas dire personne, mais quasi. Voilà, moi, je me suis dit, bon, bah ok, en fait, c'était juste une sorte de buzz Twitter franco-américain que les gens se relaient pour cristalliser une sorte d'épouvantail. Mais pourquoi cet homme a été mis en épouvantail, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Oui, ça participe d'un élément qui, moi, m'intéresse dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle ce type de personnage disparaît aussi vite qu'il est venu. Il incarne aussi cette rétractation du temps médiatique qu'on a tous et toutes vécu dans les années 2010. Oui, complètement. Je crois que c'est un peu arrivé avant MeToo et avant tout l'avènement de la culture woke ou cancel culture. Je pense que c'est un peu le prémisse de ça, ce genre de personnalité. Je ne veux pas dire qu'il a amorcé Weinstein, et évidemment pas. Tout ça arrive au même moment. Le fait qu'il soit blanc, jeune, très narquois, très arrogant, le clou un peu au pilori, en fait. Et j'ai presque envie de te dire, c'est presque normal. Tu vois ? Oui, c'est presque normal. Oui, il est témoin de ce truc-là. Et après, moi, ce que je trouve hyper touchant, c'est que quand on prépare l'interview, donc on envoie une photographe qui est basée à New York pour le shooter. Il y a une photo notamment, en fait, on le voit poser avec une sorte de doudoune parka informe, un jean, une sorte de jean Ricka Lewis dégueulasse, très mal coupé, et des godasses, on dirait des godasses Lidl, quoi, tu sais, mais avant que ça devienne cool. Et on le voit poser, en fait, sous une sorte de bâtiment un peu américain, sur un sol de neige un peu boueux, à New York, et avec une sorte de regard paumé, comme une sorte d'ado qui aurait perdu d'enfant qui aurait perdu ses parents dans un supermarché, si tu veux. Regard blême, typique du geek qui passe beaucoup trop d'heures devant un écran et pas assez au soleil, donc il y a une grosse carence en vitamine D. Et donc, tu as ce regard de gamin perdu, et je trouve que la photo est presque plus éloquente que tout le reste, quoi. C'est-à-dire que c'est un gamin perdu dans un supermarché avec juste trop de billets dans la poche, quoi. Moi, c'est ce que j'en ai retenu.
Et Martin Shkreli pourrait, aux dernières nouvelles, espérer sortir de prison au mois de novembre de cette année, à voir s'il ressortira pour l'occasion son costume de super méchant. Merci à Valérie de Graffenried et à Bester Langs pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.